Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 19e journée du top 14. On commence tout de suite par les matchs et par le Toulon-Montpellier. Alors ce match, le RCT a remis les pendules à l'heure. Le RCT s'est d'abord basé sur une défense très solide. Il y a eu des plaquages très agressifs et à chaque fois les Toulonnais étaient 2 voire 3 plaqueurs pour être sûr que les Montpelliérains ne puissent pas passer les bras. Pour moi c'est le premier point de leur victoire. Le deuxième c'est évidemment l'offensif puisqu'ils ont marqué je crois 8 ou 9 essais à Montpellier. Et moi surtout ce qui m'a frappé c'est qu'ils ont beaucoup tenté sans aucune pression, juste ils ont joué au rugby. Bon aussi ils ont été aidés par une très mauvaise défense du MHR, mais dans l'ensemble c'est eux en fait qui ont mis la pression constamment à cette équipe de Montpellier. Ces deux paramètres couplés au retour de Baptiste Serin étaient synonymes d'une victoire assurée. Du côté de Montpellier à l'inverse, c'est très inquiétant car il n'y avait rien. C'est vraiment un match sans pour Montpellier sur tous les aspects du jeu, que ce soit offensif comme défensif. Et la réception du Stade Français va être très importante, toujours dans la lutte pour le maintien. D'ailleurs, deux équipes qui sont en lutte pour le maintien s'affrontaient ce week-end, c'était Oyonnax qui recevait Perpignan. Alors pour moi, c'est clair, Perpignan envoie Oyonnax en Pro D2. Pour moi, Oyonnax en fait a perdu le match sur 2 points clés, à savoir l'indiscipline, puisqu'en première mi-temps, ils ont été pénalisés 9 fois, et aussi sur le manque de puissance du pack comparé à celui de Perpignan. Car au début, ils arrivaient à le tenir, c'était même eux qui dominaient, mais plus le match avançait, plus ils commençaient à perdre du terrain sur les collisions, et à force, ils n'ont pas réussi à revenir. De son côté, Perpignan a fait un match très intéressant, j'ai trouvé. En effet, en début de match, ils ont accepté de subir. Ils ont accepté de reculer, d'avoir un pack qui était un petit peu en souffrance et de laisser Oyonnax faire son jeu. Et c'est ensuite, dès qu'ils ont repris le momentum, qu'ils ont pu du coup lâcher les chevaux, et notamment Alistair Crossdale qui a fait un match énorme et qui marque donc l'essai de la victoire assez tôt dans le match, mais c'est quand même l'essai de la victoire. Perpignan fait un énorme coup dans la lutte pour le maintien, c'était le match à gagner pour envoyer Oyonnax en Pro D2, et ça a été fait. Enfin, dans la lutte pour le maintien, il reste une dernière équipe, à savoir Lyon, qui se déplaçait au Stade Français. Alors Lyon peut retenir des regrets, parce que le Stade Français était assez prenable, ils n'ont pas fait un excellent match, voire même un mauvais match, et je comprends pas comment Lyon a pu perdre ce match. Parce qu'en plus, Lyon a eu une bonne défense comparé aux autres matchs à l'extérieur où ils avaient pris plusieurs branlées dont je vous avais parlé. Là, ils ont encaissé assez peu d'essais et c'est vraiment sur la fin de match en fait qu'ils le perdent. C'est la force collective du Stade Français qui en ce moment est en pleine confiance qui a fait que les Parisiens ont pu se dégager de la pression lyonnaise. Et cette confiance, en fait, elle a amené une certaine prise de risque de la part des joueurs de la capitale. En effet, parfois ils ont joué de manière un peu trop relâchée, alors que c'est pas leur jeu de faire ça, c'est pas le Stade Toulousain. J'ai notamment en mémoire cette passe entre les jambes de Jeremy Ward, donc alors qu'il y avait 6-0 pour Lyon, c'était un petit peu avant la mi-temps, et en fait ça fait en avant, et c'est dommage parce que c'était une action où le Stade Français avançait, était dans les ventes de Lyon, et aurait pu marquer. Et du coup, le Stade Français a dû aller puiser dans ses ressources pour gagner ce match, alors que je pense que, au vu de la dynamique actuelle, ils auraient pu battre Lyon de manière plus évidente. On passe maintenant à Bayonne-La Rochelle. Bon, c'était un match vraiment assez fermé, de défense, mais qui n'était pas déplaisant pour autant. On a vu des Bayonnais très réalistes, notamment avec cette volonté de prendre les points dès qu'ils arrivaient dans le camp de La Rochelle, et au final, c'est ce qui les a fait gagner. Parce qu'à l'inverse, La Rochelle, je sais pas ce qui leur arrivait, mais ils ne voulaient pas prendre les points. Et quand on voit que ça s'est terminé à un seul point, forcément, on peut se poser des questions sur la stratégie adoptée par les Rochelais. Au final, ils ont eu que des ballons perdus face à une défense de Bayonne qui était très agressive, enfin surtout les 70 premières minutes. Et là, La Rochelle, ils repartent avec un point alors qu'ils auraient pu repartir avec 4. Et c'est vraiment dommage, surtout quand on voit que ça y est, dès qu'ils prennent les points, Stoy fait poteau quoi. Bon, en tout cas, c'est une nouvelle victoire de Bayonne à domicile, on n'est plus du tout étonné. J'ai l'impression que Jean Dogène ne va encore pas tomber cette saison. Mais passons maintenant au prochain match. Je vais parler de l'ASM qui recevait la section paloise. Alors sur ce match, je trouve que l'ASM s'est retrouvée dans l'agressivité. Elle en avait manqué sur les 4 derniers matchs, et là, pour le coup, les jaunards ont été très agressifs. J'ai trouvé que devant, en fait, les gros avaient fait le boulot. C'est notamment dans l'axe que Clermont a insisté pour pouvoir prendre à revers la défense de Pau. Il marque notamment 3 essais comme ça sur les 4 inscrits, à savoir les 2 premiers marqués par Lee et par Yato, et le dernier par Jono. Même si celui de Jono, il est un peu plus complexe, vu qu'il vient
d'une action où Clermont avance d'un peu plus loin. Mais en tout cas, c'est en relevant le ballon dans l'axe que Jeannot peut marquer cet essai. Et prendre la défense de Pau à revers, c'était pas une chose facile, puisque je l'ai trouvée aussi excellente, comme d'habitude. Le problème, c'est que la possession était vraiment à l'avantage de Clermont. Donc quand tu fais que défendre, ben à force, tu commets par faire des fautes, soit des pénalités, soit tu laisses des espaces, et l'attaque peut s'y engouffrer. Et c'est ce qui s'est passé samedi après-midi. Mais les Palois ramènent quand même un point de bonus défensif, puisqu'ils ont été assez opportunistes. Ils marquent quand même 2 essais sur interception, à savoir donc le premier des Eala avec une interception de Joe Simmons, et le deuxième d'Atis Ogbe sur cette vraiment offrande de Fainga. Je ne peux pas utiliser un autre terme, c'est vraiment une offrande. Il lui a vraiment donné le ballon pour qu'il aille marquer. Et ça reste quand même une bonne opération pour Pau, malgré le fait qu'ils avaient vraiment prévu de gagner à Clermont, parce qu'en fait, ce point de bonus, ils l'ont arraché à la toute fin, sur la dernière action. Et comptablement, dans la lutte pour le top 6, c'est très important. D'ailleurs, au même moment, un autre match était très important pour la lutte à la qualification, c'était Castres qui recevait le Racing 92. Et là, le Racing, ils ont eu chaud quand même, parce qu'ils ont parfaitement commencé le match avec d'abord une interception, puis l'essai de Wade, et donc en fait, ils ont rapidement mené 20-9. Il y a une action qui m'est restée en tête, c'est une possession qu'avait le Racing juste avant la mi-temps. Il y avait donc ce score de 20-9, et ils avaient une possession dans les 5 mètres de Castres. Castres enchaînait les fautes, et le Racing n'a pas marqué suite à cette action. Ils se sont fait arracher le ballon dans leur but. Pour moi, ça aurait pu être un tournant du match si le Racing avait perdu, puisque avec 27-9 à la pause, je pense que Castres ne pouvait plus revenir. Mais là, ils ont quand même su revenir, les Castrés, et au final, ils ont failli gagner. Il aura fallu attendre donc la dernière pénalité de Le Garec pour que le Racing puisse gagner. Du côté de Castres, franchement, ils se sont réveillés beaucoup trop tard, et ils doivent apprendre à faire des matchs complets. Et là, franchement, en plus, ce match, ils pouvaient le gagner, puisque le Racing, à un moment, a joué à 12. Ils ont certes marqué des essais pendant cette période d'infériorité, mais franchement, à 12, tu pouvais en marquer beaucoup plus et assurer ta victoire. Mais là, non, ça n'a pas été le cas. Et au final, ils sont coiffés sur les dernières actions du match. Enfin, je vais parler donc du dernier match de cette journée, à savoir l'UBB qui recevait le Stade Toulousain. Et vraiment, c'était un match incroyable, tant par le scénario que par le niveau de jeu. Des deux côtés, ça a hyper bien joué. Bon, il y a eu chacun sa mi-temps quand même, l'UBB en première et Toulouse en deuxième, mais que ce soit l'une ou l'autre qui gagne, ça aurait été amplement mérité, je trouve. Pour moi, c'est un des meilleurs matchs de la saison, mais il a été entaché par une chose, et oui, j'ai parlé d'arbitrage. J'ai trouvé que la prestation d'Adrien Barbeau avait été vraiment très bonne, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Cependant, c'est plus dans la communication avec son arbitre vidéo que ça m'a dérangé. En effet, bon, il y a d'abord l'acte 1, à savoir donc l'essai de Willis, où Adrien Barbeau veut accorder cet essai puisqu'il est bien placé, il voit le ballon aplati, et son arbitre vidéo ne voulait pas, donc ça a créé une petite tension entre les deux. Après il y a eu l'acte 2, sur cette interception de Penaud où Paul Coste volley le ballon et prend du coup un carton jaune. Adrien Barbeau veut voir s'il y a essai de pénalité et son arbitre vidéo ne comprend pas en fait sa demande, et même le repousse de manière assez méprisante. Et cette communication entre les deux hommes, je l'ai pas trouvée très bonne. Ça fait pas une très belle promotion pour l'arbitrage, parce qu'ils peuvent ne pas être d'accord sur telle ou telle décision. Ça, on est tous humains, on a tous des perceptions différentes, donc c'est normal. Mais par contre, montrer de manière publique tes désaccords avec une position aussi méprisante de la part de l'arbitre vidéo, j'ai trouvé ça dommageable. Et au final, ça a des influences directes puisque c'est sur des situations d'essai. Bon, au final, l'UBB, qui est perdante, on va dire, sur les deux actions, a quand même gagné ce match, donc c'est pas grave. Et je tiens à le répéter, je trouve que la prestation d'Adrien Barbeau a été bonne. C'est juste cette communication que j'ai moins aimée. Mais bon, bref, revenons au jeu. J'aimerais souligner aussi le mental de cette équipe bordelaise, qui est allée gagner ce match donc sur une action un peu litigieuse avec Pierre Beauchaton. Mais tout ça pour dire qu'il fallait du mental pour aller marquer cet essai, puisque Toulouse, qui avait encaissé un 24-7, était revenu à 28-24, et l'UBB a inscrit cet essai de la victoire 10 minutes avant le terme, et qui a même aussi défendu sa ligne les 10 dernières minutes, parce que c'était la position était 100% toulousaine. Donc franchement, il fallait y aller. Du côté de Toulouse, franchement, s'ils avaient joué cette première mi-temps et pas juste regardé les Bordelais, ils auraient pu vraiment gagner ce match, parce que le niveau affiché en seconde période, il est juste démentiel. Et cette équipe-là de Toulouse, quand elle joue comme ça, elle est quasiment imbattable. On passe maintenant au top et au flop, et je vais commencer par Pierre Beauchaton. Alors j'ai trouvé tout simplement énorme. Il a fait 19 plaquages, 3 grattages, il a été partout sur le terrain, il a marqué son essai en fin de match. C'est lui aussi qui arrache le ballon à Dupont et qui donne à Maxime Lucu sur l'essai de David Penaud. Franchement, Pierre Beauchaton, je l'ai trouvé vraiment énorme, et c'est un des joueurs les plus sous-cotés du top 14. Je parlerai aussi de Baptiste Serin. Son entrée a été déterminante. Il est rentré assez tôt dans le match, puisqu'il est rentré en première mi-temps pour remplacer Ben White, et en fait, c'est lui qui a dynamisé le jeu des Toulonnais tout le temps. Et cet essai où il va donc bousculer Léo Colli après une mêlée montpelliéraine dans les 5
5 mètres de Montpellier et inscrire un essai derrière, et ben en fait ça montre à quel point il a de l'importance au niveau du jeu, mais aussi au niveau mental. Et enfin le dernier top, c'est Georges Moala, qui a été vraiment tout le temps dans l'avancée du côté de Clermont, et c'est vraiment le métronome de cette équipe clermontoise. Au centre du terrain, il est hyper important. Du côté des flops, je vais parler d'abord d'Anthony Boutier, qui pour moi a fait un très mauvais match. Son jeu au pied n'a pas été performant, il se fait intercepter, et puis en défense, en fait, il devait rattraper les conneries de ses collègues, donc forcément c'était très compliqué. Je vais mettre aussi Antoine Astoy, parce qu'en fait ce qui me dérange c'est que dans le jeu il est bon, mais au but il ne l'est plus du tout. Et j'ai l'impression qu'il a changé en fait sa manière de taper, et ça ne fonctionne plus. Là il a loupé quelques pénalités, et il a notamment d'ailleurs fait ce poteau en fin de match. Et enfin, le dernier flop, c'est un joueur qui a gagné, étrangement, c'est Sébastien Bézi. En fait, j'ai trouvé que sa conduite du jeu n'était pas vraiment bonne. Les 2 essais qu'il marque en première mi-temps par rapport au gros, et en fait, c'est pas lui qui gère, c'est vraiment ses avants qui décident donc de pilonner dans l'axe. Et dès que ça a été à lui, souvent il faisait des mauvais choix, il faisait des retours inter, où il tentait de partir en solo, mais sauf qu'il y avait une bonne défense de Pau, donc il passait quasiment jamais, et au final, il a plus handicapé son équipe, et j'ai trouvé que la rentrée de Jono était un peu mieux. Au niveau du classement, c'est l'UBB qui fait la bonne opération en revenant donc à la 3ème place, et en bas, en fait, c'est Montpellier qui à l'inverse fait la mauvaise opération en prenant cette branlée, puisqu'il se retrouve 13ème. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo un peu spéciale où j'analyse donc la mi-saison, je fais quelques bilans, et j'ai l'impression qu'elle est un petit peu passée sous les radars, donc je vous conseille d'aller la voir, elle est plutôt intéressante. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu, m'écrire un commentaire et activer la cloche, ça m'aiderait grandement. Bref, c'était Bourrichon, ciao ciao.